Pauline Tacpa. Son but, c'est de renforcer la production textile en France et qu'un quart des produits textiles, linge de maison et chaussures consommés en France y soient fabriqués. Le comité stratégique de la filière a remis cette semaine à Bercy et à la ministre de la Transition écologique un rapport avec 36 propositions. Guillaume Gibaud, patron fondateur du slip français, a participé à l'élaboration de ce rapport. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous partez d'un constat qui n'est certes pas une surprise, mais le chiffre est important. 87% des produits de l'industrie du textile consommés en France sont importés. On part de loin. On part de très loin et c'est une réalité qu'on connaît depuis 30 ans. On a fabriqué nos produits de plus en plus loin, de moins en moins cher, parce que voilà, on cherchait à valoriser le coût, la marge financière, à créer des boîtes qui gagnaient de l'argent avec nos produits sans trop se soucier du coût environnemental, du coût sociétal, de comment c'était fabriqué. En France, il y avait 460 000 emplois textiles dans les années 80, début des années 90, et aujourd'hui c'est 58 000. Donc c'est 80-90% des emplois qui sont partis. Et on voit bien qu'il y a une tendance de fond qui est en train d'émerger, qui est accélérée encore par le contexte Covid, à se poser la question de voilà, où sont fabriqués les produits, comment, pourquoi, quels sont les enjeux derrière une relocalisation. Et effectivement, ce rapport qu'on vient de remettre là dit qu'il faudrait réussir à passer de 13% à 25% de produits textiles, mode et habillement fabriqués en France, qui serait déjà un premier gros pas qui remettrait toute l'industrie dans le bon ordre de marche. De 13% à 25% à terme, vous dites à terme, c'est quand ? À terme, je sais pas, si on se fixe une fenêtre de 5-10 ans pour faire ça, ça serait déjà pas mal. Et l'idée vraiment, c'est d'arriver à ce 25% qui permet en fait de réaligner toutes les énergies, de mettre en route des investissements de fonds. Et on détaille beaucoup de choses dans le rapport, mais surtout de faire évoluer les mentalités à plein de niveaux pour que les gens comprennent en fait les enjeux qu'il y a derrière. Un des premiers, c'est vraiment, et c'est un des plus gros constats du rapport, c'est de se dire le prix en fait. C'est vraiment faire comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le prix du Made in France, qui apparaît plus cher, mais vraiment d'en faire une étude en coût complet, de comprendre en fait pas juste le coût du produit, mais tout ce que ça veut dire autour, économiquement, toutes les charges avec les allers-retours d'où vient le produit, de mise au point, de vraiment considérer le coût complet, et puis en plus du coût complet économique, le coût sociétal, donc les emplois que ça crée, le coût environnemental de faire venir ces produits de l'autre bout du monde. Vous le dites et vous l'avez mis en exergue dans ce rapport, le prix reste le principal frein. Ça va quand même être compliqué de battre les Chinois sur ce terrain-là. Vous allez faire commencer quoi, les solutions concrètes justement pour faire baisser le prix de t-shirts, de sous-vêtements fabriqués en France, Guillaume Gibaud? Pour moi, il y a un peu deux façons de le faire. Il y a déjà de faire comprendre qu'on ne pourra pas le baisser indéfiniment. Il ne faut pas rentrer dans une guerre du prix qui baisse, parce que ça, on ne peut pas faire, parce qu'on défend un modèle sociétal, les 35 heures, les congés payés, tout ça, donc on ne pourra pas le baisser indéfiniment. Par contre, d'expliquer qu'en fait, il faut prendre en compte d'autres dimensions dans ce prix avec des modèles de coût complet, et une des recommandations fortes du rapport, c'est d'utiliser des outils en fait qui permettent aux acheteurs, qu'ils soient de la grande distribution, des acheteurs de l'État ou des acheteurs des donneurs d'ordre, de dire en fait, au lieu de regarder juste le prix auquel j'achète le produit, de prendre en compte tout ce qui va autour, de coûts de développement produit, de coûts de stockage et de réassort peut-être plus agile avec un fabricant français, en fait de dire en fait dans toute ma chaîne de valeur, moi entreprise textile, à partir de moi donneur d'ordre, à partir du moment où je mets au point le produit jusqu'au moment où mon client en fait usage, peut-être me le ramène pour faire du recyclage, tout ça en fait, quels sont tous les coûts que j'ai en plus de juste le moment où j'achète la fabrication, qui permet d'avoir une vue complète. Ça c'est important de faire la pédagogie et donner des outils aussi, donc vraiment de mettre en place une plateforme de coût complet, c'est-à-dire que je suis acheteur dans la grande distribution, au lieu de juste passer de dire combien je l'achète ce produit, d'avoir la vue complète de ce que ça coûte vraiment économiquement et de se rendre compte que du coup le Made in France n'est pas forcément plus cher. Ça c'est la première chose. Et ensuite derrière, les autres axes du rapport, c'est vraiment de faire de l'innovation. C'est de se dire que comment est-ce qu'on peut améliorer ce prix, il faut fabriquer mieux, plus vite, avec tout ce qu'il y a dans le plan de relance pour l'industrie 4.0, fabriquer à la demande, être agile, sans stock et favoriser des conglomérats d'entreprises qui peuvent en région, comme un super exemple avec Chamatex, je ne sais pas si vous avez vu passer le projet, essayer de vraiment mettre à la page l'industrie pour fabriquer mieux et plus vite. Il y a plein de projets comme ça qui naissent sur le territoire, vous nous donnez cet exemple de Chamatex, mais vous dites, on verra que c'est pas forcément plus cher dans la tête, dans l'esprit du consommateur, forcément c'est plus dans son portefeuille, c'est plus cher. Après je comprends ce que vous voulez dire, effectivement il faut comprendre comment on divise ces coûts et pourquoi on paye plus cher, quitte à acheter moins peut-être, et là l'exercice de pédagogie, et ce dont vous nous parlez
Guillaume Gibault. Exactement, et ça c'est un autre grand axe du rapport, c'est vraiment l'essor de la mode durable. Donc on le voit bien, en tant que consommateur, en tant qu'actionnaire, en tant que client, tout le monde sent bien qu'on veut aller vers une mode réinventée, consommer moins mais mieux, et surtout du coup profiter de cet essor où tout le monde se pose la question pour faire de la pédagogie aux clients et aller aussi vers des usages différents, vers peut-être de la location de vêtements, du recyclage, et aussi on l'encourage énormément dans le rapport. La filière du recyclage, c'est un vrai sujet, de se dire qu'il faut absolument qu'on arrive à embarquer les clients consommateurs dans le fait de ramener des produits usagés pour les impliquer dans une démarche de seconde vie, d'essayer de donner une durée de vie plus longue aux produits. En temps de crise, Guillaume Gibault, est-ce que c'est pas d'autant plus compliqué de faire passer ce message ? C'est sûr qu'il y a un contexte économique compliqué, mais je pense qu'au contraire, c'est l'opportunité, c'est le moment où les gens se posent plus de questions et au moment où on doit... Sur leur façon de manger, par exemple, on a reçu des acteurs qui nous parlent de l'alimentation. Exactement, et en fait c'est le moment où il faut se réinventer, prendre l'opportunité aussi d'un marché compliqué, mais en même temps aussi du plan de relance, qui a beaucoup de tiroirs dans lesquels on peut aller piocher pour faire des projets d'innovation. Il y a une curiosité du grand public dessus, donc au contraire je pense que il faut y aller, c'est finalement dans des moments de crise comme ça qu'il faut se réinventer, et c'est aussi le point de départ de ce rapport. En fait, la demande du rapport par les différents ministres vient en fait de l'effort collectif qui a été fait pour la fabrication de masques et de blouses depuis le mois de mars, qu'on a consolidé au sein du groupement Savoir-faire ensemble, qui a compté jusqu'à 1500 entreprises mobilisées pour fabriquer presque 200 millions de masques et 12 millions de blouses pour les hôpitaux, qui s'est structuré en une association dont je suis aujourd'hui le premier président. Et l'idée, c'est qu'on a compris qu'il y avait une capacité à travailler collectivement ensemble et une envie aussi d'inventer la suite de ce métier ensemble. Et une agilité. Et une vraie agilité. Et je crois la filière était heureuse de voir que le grand public se rendait compte de son utilité, que oui, il y a des usines en France qui savent en quelques mois, dans un contexte impossible, arriver à se réinventer pour fabriquer des masques. Personne ne savait fabriquer des masques en France au mois de mars. Donc on a réussi à créer une filière tout entière, se rendre utile au grand public, et du coup on se permet de se dire qu'aujourd'hui on a envie ensemble collectivement, la filière, d'avancer, de proposer des solutions et de réinventer notre métier. La France a des atouts incroyables, il y a notamment cette filière lin qui est très importante en France, on ne le sait pas forcément. Sauf que la production de lin est exportée à 80% en Asie et à 15% dans l'Union européenne, puis réimportée ensuite. Il y a moyen, à court terme, de favoriser, vraiment de développer ici, chez nous, cette filière lin. Faudrait construire des usines, par exemple? Il faudrait développer des gammes de produits avec ça, il faudrait bien le raconter aux clients, il faut le faire. Il y a un exemple qu'on aime beaucoup dans notre filière, qui est l'exemple de la laine, avec le collectif Tricolore, qui a réussi à mettre en lumière toutes les étapes qui font que la laine locale est tout à fait possible. Donc fabriquer un pull avec de la laine de moutons du sud de la France, plutôt que des moutons australiens, c'est plus logique sur le papier, mais ça n'existe pas en fait dans la vraie vie, ou très peu. Et vraiment on veut s'inspirer de cet exemple-là pour le dupliquer sur le lin, sur le chanvre, pour embarquer les clients, ces fameux consommateurs avec nous, les faire venir dans les champs, montrer que à partir du lin, on arrive à fabriquer une super matière qui est moins gourmande en eau, qui est plus locale, qui est plus écolo, et arriver à faire plein de produits, et surtout derrière à faire encore une fois aussi des logiques circulaires avec le recyclé, j'en parlais tout à l'heure. Il y a quelques filières très innovantes, le lin, la laine, le chanvre, le recyclé, sur lesquelles on veut mettre vraiment notre énergie et les moyens d'innovation. Vous dites dans ce rapport que vous misez sur les entreprises bien sûr, mais aussi sur l'aide de l'État. Ça veut dire quoi? L'aide de l'État, on leur a beaucoup dit qu'on voulait aussi faire les choses beaucoup nous-mêmes, et je pense dans un contexte compliqué, on sait très bien que l'État n'a pas forcément des moyens infinis, et quand on prend notre casquette de citoyen, on se dit que c'est aussi aux entreprises de porter cette innovation-là. Maintenant, l'État a certains leviers, comme la commande publique, et donc là, il faut absolument, je le disais tout à l'heure, que les acheteurs soient formés au coût complet du Made in France, soient sensibilisés aux enjeux sociétaux, environnementaux derrière l'achat d'un local, et que dans les appels d'offres, il y ait des clauses, même s'il y a la réglementation européenne, qu'on arrive à mettre en avant les gens qui font le boulot localement. Et on a eu un très bel exemple qui donne beaucoup d'espoir, encore une fois avec Savoir-faire ensemble. Savoir-faire ensemble a pris une commande de masques importante de l'État français dans les dernières semaines de 2020. Donc ça montre que c'est possible collectivement, et c'est 35 boîtes qui ont répondu à une commande de l'État, mobilisant 1800 salariés sur pas mal de semaines. Donc il y a un vrai enjeu à arriver à ce que la filière textile française capte une partie la plus importante possible des commandes textiles de l'État français. De sacrés enjeux. Un mot pour finir sur le slip français qui fête ses 10 ans cette année. 10 ans, 120 personnes, 25 millions de chiffre d'affaires. Ça va comment en ce début d'année justement? Écoutez, on a fait notre meilleure année en 2020. On a vraiment très bien travaillé dans un contexte compliqué. On a la chance d'être une marque surtout sur Internet. On fait 70% de notre chiffre d'affaires en ligne. Et pour le coup, ça vous a sauvé? Ça nous a sauvés. On vend des pyjamas et des charentaises, et c'est l'uniforme du télétravail. Donc voilà, ça reste un contexte compliqué. Évidemment, on ne sait pas ce que nous réservent les prochaines semaines. Donc voilà, on reste vigilant, on reste mobilisé.
disais, et surtout on est devenu entreprise à mission en 2020. On s'est dit que notre mission, c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française, et ça nous donne de l'envie, et je crois que tout ce rapport est dans cette lignée-là, donc ça nous semble quelque chose de juste dans lequel on a envie de s'impliquer dans les 10 prochaines années. Merci Guillaume Gibault, fondateur du slip français, donc qui a participé à l'élaboration de ce rapport qui a été remis cette semaine aux autorités.